soir, on va parler d'anxiété. On va parler de l'origine, on va parler du traitement. Et c'est Dr. Camilo Zephia, un membre de notre conseil d'administration et chef professionnel psychologue de l'hôpital Palvis. Alors, je lui cède la parole et il y aura une pause vers 8h30. Par la suite, il y aura une période de questions. Dr. Zephia. Merci, Marie-André. J'ai un style où normalement je me promène un peu partout. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que vous pouvez m'écouter comme ça? C'est un peu trop... Alors, je vais être avec vous virtuellement. Bon, par où commencer? J'aimerais peut-être ce soir vous parler de le but. Le but, c'est de vous aider à comprendre un peu le processus d'anxiété. Pourquoi on l'a? Qu'est-ce qui fait qu'il empire? Qu'est-ce qui fait qu'il améliore l'anxiété? Et surtout, vous donner une compréhension de comment on s'en sort quand on souffre de l'anxiété importante. Si je peux commencer en vous demandant qui ici vit de l'anxiété? Je sais que c'est confidentiel. Alors le reste de vous sont menteurs, j'imagine? Parce que j'ai posé une question, j'ai dit qui vit de l'anxiété? Évidemment, on vit tous de l'anxiété. On n'aime pas ça. Mais on a besoin de ça. Je vais vous en parler de ça aussi. Combien de gens souffrent de l'anxiété à un niveau qui cause pas mal de souffrance pour eux? L'anxiété qui les empêche à fonctionner normalement. Alors, bienvenue. Je viens de mentionner deux choses. Ça vous fait souffrir beaucoup ou ça affecte votre fonctionnement. Et quand c'est à ce niveau-là, évidemment, on commence de vivre un niveau d'anxiété qui commence à accaparer notre vie, commence à nous affecter d'une façon négative. Évidemment, a besoin d'être adressé. OK? Pourquoi on vit l'anxiété? Est-ce que vous aimez la douleur? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la douleur? Ça, c'est confidentiel. Pas obligé de... Il n'y a personne qui aime la douleur, mais on vit toute la douleur de temps en temps. Ça nous protège contre quoi? Ça nous protège contre des maux, des mal. Si je sors en hiver à moins 30 et je n'ai pas de gants, après quelques minutes, ça commence à faire mal, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais avec ce mal? Je me protège. Alors, c'est un instinct qui nous protège contre les dangers. Et l'anxiété, c'est à peu près la même chose. C'est un instinct, c'est comme la douleur psychologique, si vous voulez. Ça nous protège contre des choses qui sont dans la nature un peu dangereuses. S'il y a quelqu'un qui rentre ici ce soir, bon, dans 30 secondes, il va rentrer, il va lancer une grenade au milieu de la pièce. Ça va? Qu'est-ce que vous allez faire? Tout le monde va se sauver, courir. Moi je vais me lancer sur la grenade pour vous protéger. Peut-être pas. Peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose que vous. Je vais paniquer et je vais fuir. C'est-à-dire, c'est normal dans ce cas-là de vivre énormément d'anxiété. C'est un instinct qui dit « va-t'en, sauve-toi ». Et si on ne peut pas se sauver, si les portes sont barrées, on va faire quoi? On va essayer de lancer la grenade dans l'autre bout, on va faire quelque chose pour soit éviter ou combattre ou contrôler ce danger.
Si je vous dis que le monsieur qui va rentrer dans maintenant 5 secondes aime jouer une blague quand je donne la présentation, et ce qu'il fait, c'est qu'il y a une grenade qui est vide et il aime voir les réactions de tout le monde. J'ai essayé de l'empêcher, je ne peux rien faire, alors je préfère de vous préparer quand il le fait. Donc là, il rentre, il le lance, qu'est-ce que vous allez vivre? La même chose? Non. Bon, en général, si vous me croyez, si vous me croyez, vous n'allez pas vous inquiéter, n'est-ce pas? C'est-à-dire la même situation, mais avec une compréhension différente. Dans le premier cas, c'était dangereux, donc il va falloir s'en sauver. Dans la deuxième situation, ce n'est pas dangereux, donc on ne s'inquiète pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le danger cause de l'anxiété. Et quand ça cause de l'anxiété, on fait quelque chose. On fuit ou on combat. Mais si le danger est imaginé, est-ce que c'est différent? C'est pareil. Donc, si je suis en train de vivre une crise cardiaque, je vais paniquer, n'est-ce pas? Mais si j'ai peur de vivre une crise cardiaque, je vais aussi paniquer. Je vais donner un autre exemple. En sortant d'ici, je vais vous suivre et je vais faire ça. OK? Alors, je vais vous suivre comme ça. Tic, 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 tic. Qu'est-ce que vous allez penser? Il y a quelque chose qui ne marche pas avec. Alors, si je vous suis et je vous touche comme ça, en sortant, vous allez dire, lui, là, il y a un problème. Maintenant, imaginez que vous avez cette sensation. Quelqu'un vous fait ça, et il n'y a personne. Donc, vous avez la sensation que quelqu'un vous touche et il n'y a personne derrière vous. Qu'est-ce que vous allez croire? Hein? C'est moi qui est fou. Dans le premier cas, vous allez être un peu perturbé, mais c'est plus lui. Donc, vous êtes moins dérangé. Dans le deuxième cas, j'ai des sensations, j'ai des hallucinations tactiles. On va lire ça sur l'Internet. Hallucination, schizophrénie, oh mon Dieu. Alors vous allez être pas mal inquiète, n'est-ce pas? Là, vous allez voir votre médecin. Le médecin vous dit, vous avez quel âge vous? Ah, inquiétez-vous pas. À tous les 30 ans, 40 ans, je ne sais pas l'âge moyen ici. Plus jeune, je veux dire. À tous les 30 ans, il y a des nerfs périphériques qui vont dégénérer d'une façon spontanée. Ça donne la sensation qu'il y a quelqu'un qui vous touche. Ça dure à peu près une semaine, après ça, ça finit et c'est tout. Alors, c'est rien, inquiétez-vous pas. Là, vous sortez, vous marchez dans la rue, et il y a cette sensation. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Donc, 3 circonstances pareilles, 3 sensations pareilles. Dans la première, c'est lui. Dans le deuxième, c'est moi et je suis fou. Dans le troisième scénario, c'est moi, mais c'est pas grave, donc on n'a aucune anxiété. Vous voyez, moi je vous ai donné l'interprétation. Je vous ai donné la cause de ces sensations. Dans le premier cas, il y avait un monsieur derrière vous. Dans le deuxième cas, il n'y avait personne. Dans le troisième cas, je vous ai expliqué ça. En effet, ça n'existe pas, ce que je viens de dire, mais il y a des gens qui me croient toujours que c'est ça.
Alors, parce que je vous ai fourni l'explication, vous avez différentes réactions. Mais s'il n'y a personne qui vous fournit des explications, si c'est vous-même, vous allez interpréter, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai eu? C'est quoi ça? C'est quoi le tremblement? Pourquoi j'ai des sueurs quand je rentre dans une pièce? Pourquoi j'ai des idées bizarres? Est-ce que c'est la folie? Est-ce que c'est quelque chose de physique, crise cardiaque? Est-ce que je vais perdre connaissance? Une hémorragie? Etc. Ce sont quoi les peurs que vous vivez? Si vous êtes agoraphobe, la peur des foules, la peur des métros, des ascenseurs, etc. Mais vous n'avez pas vraiment peur de l'ascenseur. Vous avez peur de paniquer dans l'ascenseur. Et dans ce cas-là, vous avez peur donc de soit perdre connaissance, ou mourir, ou quelque chose comme ça. Ou vous allez avoir peur de devenir fou, ou peur de perdre contrôle de votre esprit, de vos pensées, ou s'il y a quelqu'un devant vous, de paniquer devant les autres. Donc, en effet, je viens de vous expliquer les trois peurs qu'on a en général. On peut avoir peur de devenir fou, peur de mourir ou de quelque chose de physique, ou peur de paraître fou. Hein? Il y a sûrement des gens qui ont à peu près les trois, ou une combinaison de deux ou trois de ces peurs. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Pardon? Là, j'ai besoin de mettre mes lunettes. Aïe, aïe, aïe. Le vieillissement. Donc, d'où ça vient? Ça vous intéresse? D'où ça vient? Vous allez entendre toutes sortes d'histoires, vous allez lire des livres, des films qui vont vous expliquer ça. Hein? C'est à cause de X événements, c'est à cause de votre mère, votre père, de n'importe quoi. En effet, c'est pas si simple, mais c'est pas si compliqué non plus. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est pas une chose qui cause de l'anxiété. C'est complexe, il y a plusieurs facteurs. Mais c'est simple dans le sens que ces facteurs sont faciles à comprendre, faciles à voir. Donc avant tout, comme je dis, l'anxiété est quelque chose inné, quelque chose de naturel. Qu'est-ce qui vous empêche de conduire à 100 000 à l'heure sur le métropolitain? Autre que la police. Si on enlève la police, il y a quand même des gens qui, moi je ne conduirais pas à cette vitesse-là. Ben, pas souvent. Quand c'est sec, il n'y a personne. Mais c'est le danger, hein? Donc, c'est le danger qui nous empêche de faire des choses. Pourquoi? Parce que c'est à cause de l'anxiété. On ne grimpe pas sur les arbres, etc. Pensons-nous à l'être humain, l'évolution de l'être humain. Ce sont quoi les peurs qu'on a besoin d'avoir pour ne pas mourir dans la nature? Imaginez que vous êtes dans la forêt ou dans un petit village, dans le jungle ou en Afrique. Les hauteurs sont quoi dans la nature? Les branches, les montagnes. Donc, en effet, toutes les hauteurs sont dangereuses dans la nature, n'est-ce pas? Alors, c'est normal que quelqu'un qui a peur des hauteurs va être plus protégé. Il y a une expérience, si vous avez pris la psychologie des enfants, il y a une expérience où on met un bébé sur une table. La table est couverte d'un verre ou plastique
Et en dessous de la table, il y a un autre niveau qui tombe, comme ça. C'est-à-dire, en haut, il y a le verre, et en bas, il y a une moitié d'une table. Le bébé commence à traverser ça, rendu au bout de la table, il arrête. Et ça, c'est des bébés qui ont juste quelques semaines ou pas quelques semaines, qui commencent à bouger, mais ils ont peut-être 8 mois, 9 mois. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment un danger parce que la vitre continue. Mais il voit qu'il y a un danger, donc il arrête. Dans la nature, si on est enfermé, c'est où? C'est une cave. Si on est dans, mettons, un espace ouvert, on peut être attaqué. Si on est dans une foule, on peut être... C'est-à-dire, tous les peurs que les gens ont, peur des foules, peur des métros, peur d'être seul, des grands espaces ouverts, il n'y a pas de sens quand on pense à notre société, et quand on pense à d'où ça vient, il y a beaucoup d'éléments instinctifs. Je ne veux pas dire que c'est tout à cause de ça, mais toutes les peurs se comparent comme ça. Par exemple, les serpents. Qui ici n'aime pas les serpents? Parmi vous, est-ce que vous avez été mordu par un serpent? Est-ce que vous avez même vu un serpent proche dans votre vie? Quelques-uns, mais... Les araignées, vous aimez tout ça? Les araignées, là, moi, personnellement, je n'ai jamais été mordu par une araignée. Et en effet, il n'y a pas d'araignées dangereuses au Canada. Mais, au moins, 3/4 de vous, si je vous mets une araignée sur votre épaule, là, la porte va être brisée bientôt. Alors, mais dans la nature, il y a des araignées qui sont dangereuses, il y a des serpents qui sont dangereux. Et parce qu'on ne peut pas distinguer entre les dangereux et les serpents qui sont plus bénins, on a développé la peur de tous les serpents. La nourriture. Comment ça se fait que si vous mangez quelque chose et vous vomissez, quoi? Champignons, pepperoni frites, peu importe. Brocoli, brocoli. Si vous vomissez, vous êtes malade à cause de ça, combien d'années vont passer avant que vous mangez la même chose? Le screwdriver que j'ai bu quand j'avais 14 ans, et j'ai vomi toute la nuit, là. Ça m'a pris longtemps avant que je pouvais boire le jus d'orange, je vous jure. Pourquoi ça arrive? Parce que si on mange quelque chose qui est empoisonné et on est malade, pour survivre, il va falloir jamais toucher ça. Dans la nature, on ne prend pas de chance. Donc, on est prêt à prendre cette peur-là. Par contre, si vous recevez une brûlure sur le poire, combien de fois est-ce que vous allez vous brûler une autre fois, encore avant que vous faites plus attention? Ce sont des peurs qu'on peut développer, mais ça prend plus d'expérience négative avant que ça nous affecte. Donc, il y a un certain niveau de préparation d'avoir certaines peurs. Les peurs de la nourriture, comme je dis, de telles choses, versus les chocs électriques. On a tous eu des chocs électriques, mais on continue d'utiliser les prises. Par contre, on mange une chose et on vomit, on ne va jamais manger ça le reste de notre vie. Maintenant, ça, c'est la nature. Mais il y a l'apprentissage aussi. Et l'apprentissage, avant de passer à l'apprentissage, je sais que vous allez me poser cette question après, alors je vais le répondre tout de suite.
le génétique. Je vous ai parlé du fait que c'est biologique, c'est-à-dire c'est dans nous, mais en effet, si on a un trouble d'anxiété, on a plus de chances que nos parents ont eu la même chose, même si on est adopté, même si on n'est pas levé dans la même famille. Ça ne veut pas dire que c'est énorme comme facteur, mais on a plus de chances. Okay? Mais maintenant, c'est pas juste le génétique, comme je dis. Vous êtes dans une famille où vos parents vous disent toujours « Ah oui, vas-y, t'es capable ». Ou les parents ont tendance à dire « Non, fais pas ça, c'est dangereux, fais pas ça, c'est dangereux ». Ça va vous affecter. C'est votre culture de votre famille, n'est-ce pas? Et dans la famille, notre façon de vivre les événements va avoir un impact énorme sur comment on réagit vers ça plus tard. Les gens qui nous protègent trop, les parents qui nous protègent trop. Je vous donne un exemple. Quand j'étais jeune, j'ai manqué l'école quand j'avais chickenpox. J'ai manqué peut-être 2 jours, 3 jours cette semaine-là. Et je pense que la prochaine fois que j'ai manqué l'école ou le travail était quand j'ai eu un calcul oreille. Shit, ça fait mal ça. C'est-à-dire, même quand j'étais malade, ma mère m'envoyait à l'école. Vas-y, t'es capable. Alors, j'ai vécu dans un monde où, malade ou non, on va à l'école, on va au travail. Alors, je ne manque jamais du travail. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Des fois, j'ai le goût de manquer le travail. Ça, c'est une autre affaire. Par contre, il y a des enfants, vous les voyez tous, chaque fois qu'ils ont quelque chose, la mère ou le père les amène chez le médecin. Un rhume, un toux, une fièvre, n'importe quoi, toujours au médecin, on les garde chez nous, on vérifie. Qu'est-ce qui est normal? Je ne peux pas vous répondre à ça. Parce qu'il faut prendre soin de nous. Il faut de temps en temps rester chez nous, de temps en temps, pas donner nos virus à tout le monde. Restez chez vous, reposez-vous. Mais à quelle fréquence? C'est des jugements, ce n'est pas une ligne claire. Il y a des gens qui ont tendance de manquer beaucoup, de s'inquiéter beaucoup pour la santé. Il y a des gens qui ne s'inquiètent pas du tout, peut-être pas assez. Si j'ai une tumeur, là, qui pousse, et je ne m'inquiète pas, c'est pas une très bonne chose. Mais si je m'en vais voir le médecin chaque fois que j'ai n'importe quelle douleur, c'est une autre affaire. Alors, vous voyez que c'est une question de degré. On ne peut pas s'en sauver de l'anxiété. On ne peut pas vivre avec la certitude qu'il n'y a rien. Et parce qu'il y a toujours quelque chose, toujours une possibilité de quelque chose, c'est impossible de répondre à la question « qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce que je dois faire? » Et dans la culture parentale, dans la culture familiale, on a une tendance à mettre plus d'enfants sur telle chose ou sur d'autres choses. Donc les gens qui sont plus axés sur la propreté, sur l'ordre, d'autres qui sont plus axés sur la santé, le poids, l'apparence. Ces expériences vont définir le focus de notre anxiété. Alors, je vous ai parlé des peurs très générales, mais en effet, vous avez toutes des vécus très, très différents. Alors, il y a une interaction entre la nature innée, les expériences de vie et notre propre tempérament. Vous voyez, si vous avez plus qu'un enfant, ou si vous avez plus qu'une frère ou sœur, que leurs caractères sont pas mal différents. Même biologie, même parents, des fois, vraiment différents.
des gens qui sont actifs, curieux, d'autres qui sont plus gênés. Alors, dans ce sens-là, il y a tous ces facteurs qui mélangent. Et c'est pour ça que l'apparence de l'anxiété est très différente. Mais en réalité, les causes sont plus simples. Il y a des gens qui vont penser que c'est aussi lié à des événements marquants. Et c'est vrai, dans certains cas, il y a des événements majeurs. Si on a un accident de voiture, ça se peut qu'on a plus tendance à développer la peur de conduire. Mais en réalité, c'est rare qu'on peut nommer un tel événement qui a causé nos peurs. Parmi les gens qui souffrent beaucoup d'anxiété ici, posez-vous des questions. Est-ce qu'il y a vraiment eu un événement ou est-ce que c'est une peur qui a graduellement bâti? Et généralement, vous allez voir que c'est ça. C'est plus une croissance graduelle. Peut-être avec des événements qui vont pousser. Quelqu'un qui a peur de paniquer, qui a déjà peur d'être claustrophobe, qui est claustrophobe, mettons, rentre dans un ascenseur et si dans cet ascenseur, ça bloque, ils vont se rappeler de cet événement. Mais déjà avant l'événement, il y avait certaines peurs, certaines craintes d'être pris, etc. Êtes-vous à l'aise à vous déshabiller devant le monde? Non? C'est drôle parce que vous êtes tous nés sans vêtements. Les animaux, là, il y a un chien ici, il n'y a pas de... Il ne se couvre pas. Il ne semble pas trop inquiet. En effet, il y a de l'air très relax. Pourquoi on a honte de notre corps? Est-ce que j'ai choisi ça? C'est ça que j'ai eu. Si j'ai des grosses oreilles, est-ce que j'ai choisi ça? Si j'ai un gros nez, même affaire. J'aurais aimé avoir 6 pieds. Et too bad. J'ai 5 pieds 6 et 3 quarts. Les gens qui sont en bas de 5 pieds 8, ils mesurent les quarts. Moi, c'est certain, les 3 quarts, je n'oublie jamais. Excuse-moi, je vais retourner au sujet. Alors, si je me pose la question, comment ça se fait que je suis mal à l'aise? Vous voyez des gens sur des plages nudistes? Comment ça se fait qu'ils sont capables de faire ça? Ils n'ont pas nécessairement des beaux corps. Combien de fois chaque jour est-ce qu'on se cache? Combien de fois on se réveille, on ferme le rideau, on met la chandail, la chemise, on sort de la salle de bain, on sort de la salle, on s'assure que les boutons sont tous boutonnés, le zipper est fermé. On va chez Walmart, on essaie une chemise, on s'assure que le petit rideau se ferme parce que ça ne tient jamais, le rideau, ça ne ferme jamais assez. On sort de la salle de bain, on rentre dans la salle de bain, on barre la porte, on ferme les choses. C'est-à-dire chaque jour, au moins 10 fois, avant d'aller coucher, on ferme la lumière, on ferme le store avant de se déshabiller. On fait des choses parce que nous sommes entraînés de se cacher. Pour X raisons, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais on se cache. Alors, soudainement, si quelqu'un vous demande de vous déshabiller, un médecin ou n'importe quoi, vous allez être mal à l'aise. Si vous avez 25 ans
Et si 10 fois par jour, vous vous cachez, vous vérifiez vos boutons ou n'importe quoi, ça veut dire que vous avez fait 100 000 fois quelque chose. 100 000 fois, vous avez agi d'une façon qui dit « il faut que je me cache ». Là, quelqu'un vous demande, après 100 000 fois, « non, non, c'est pas grave ». Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous avez trop souvent fait quelque chose. Je vous donne cet exemple qui est un peu bizarre, mais l'idée là, c'est que quand vous faites quelque chose continuellement, qui vous dit que c'est dangereux ou c'est inacceptable, de changer les comportements ne sont pas évidents. Il y a plein de vous qui savaient que c'est pas grave ce que vous faites. C'est pas la fin du monde si il y a telle chose qui m'arrive. Vous commencez à comprendre votre anxiété, vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas obligé de quitter le métro ou le restaurant, mais le fait que vous l'avez fait tant de fois, le fait que vous avez paniqué tant de fois dans ce restaurant ou dans le métro ou l'autobus ou chez vous ou n'importe où, changer les comportements ne sont pas évidents. Je vais vous donner des exemples de ça plus tard, de quoi faire pour vous en sortir. Mais je vais juste souligner le fait que c'est les habitudes qui se développent et des fois vont être répétées tellement souvent que c'est difficile à briser simplement parce que c'est une habitude. Donc les causes sont plus importantes. Le fait qu'on a été pendant des années, c'est ça le facteur maintenant qui est devenu important. OK? Alors, je veux juste souligner encore qu'il y a 3 peurs. La peur de mourir, et ça, c'est les gens qui disent « je vais avoir une crise cardiaque, je vais tomber, je vais avoir une hémorragie ». Hein? Vous avez tous peut-être eu ça. Ou j'ai quelque chose, j'ai une douleur dans ma poitrine, j'ai une douleur ici, peut-être j'ai des tremblements, j'ai un problème neurologique, cancer, tous ces genres de peurs-là. Il y a les gens qui ont peur de devenir fou. Ça inclut, j'ai eu des pensées que je veux étrangler quelqu'un que j'aime. Hein? Mon mari, le Christ. Mais des fois, c'est quelqu'un qu'on adore, puis on a peur de les blesser. On dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette pensée-là? Devenir fou, de faire un geste contre mon gré, c'est-à-dire je conduis sur le pont Champlain et j'ai peur de vous, juste faire ça. C'est tout ce que ça prend. Il y a des gens qui ont exactement cette peur, je sais. Ou d'autres peurs. Je vais faire quelque chose, je ne suis pas capable de conduire sur l'autoroute parce que X, Y, Z. Ce sont les peurs de perdre contrôle. Perdre contrôle de ce qu'on fait, de notre pensée, etc. Et finalement, il y a la peur d'avoir l'air fou. Parce que le contact social fait partie de nos êtres humains, de notre nature. Donc, quelqu'un qui a peur de rougir devant le monde. Donc, donner ce discours ici. De trembler. De manger une soupe devant des amis. Signer un chèque devant quelqu'un. Ça, c'est des phobies sociales qu'on peut vivre. Alors, tout ça, en effet, différents types de peurs, c'est tous la peur de perdre contrôle. C'est vraiment la peur que tout le monde a. C'est le point commun dans toutes les peurs. Perdre contrôle de quelque chose. Il y a un danger. Comme je dis au début, il y a un danger. Donc, je me sens mal. C'est normal de se sentir mal quand il y a un danger. Donc, il faut que je me protège.
Je vais parler des écureuils, OK? Il y a des gens qui ont peut-être entendu cette histoire. Un écureuil dans la nature. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un écureuil devant vous? Il va se sauver normalement. S'il y a un écureuil ici, il va aller dans le coin. Pourquoi? Parce qu'on est plus gros que eux. C'est naturel pour eux d'avoir peur des êtres humains parce qu'ils sont gros, sont méchants, etc. L'instinct, c'est de fuir ou de lutter ou d'attaquer. Donc, normalement, l'écureuil va fuir. Et si on s'approche, et on s'approche, et on s'approche, qu'est-ce que l'écureuil va faire? Il va essayer de nous attaquer. On a tous cet instinct en nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux me fuir. Je veux m'en aller. Il faut que je prenne de l'air. C'est ce que vous faites tous, généralement. Alors, si vous faites de l'évitement, vous avez une phobie. Hein? J'ai peur de X. Mais si vous avez peur de vos pensées, où est-ce que vous allez? La peur des pensées, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas éviter, donc on essaye des trucs. Pensez des belles choses. Pensez des belles choses. Même les mauvaises choses rentrent dans la tête. C'est difficile à contrôler nos pensées. Mais vous voyez que les gens qui ont peur vont tout faire pour arrêter d'avoir cette peur-là. C'est-à-dire, on va faire de l'évitement, on va se sauver, ou on va essayer de jouer des trucs mentaux, on va essayer de contrôler les circonstances. Je suis bien en autant que j'ai mon mari à côté de moi, ou j'ai ma femme, ou j'ai un ami, ou j'ai quelque chose, où il n'y a pas trop de monde, ou j'ai ma bouteille d'eau, ou j'ai ma guenille, ou j'ai ma pilule. Vous avez tous... hein? J'ai entendu toutes sortes d'histoires, en autant que j'ai ma bouteille d'eau, ou que j'ai mon activant dans la sacoche, même si je ne le prends jamais. Juste de savoir que je l'ai, c'est tout ce que j'ai besoin. Avoir quelqu'un à côté de moi. C'est-à-dire, on contrôle et on se sent mieux. Il n'y a pas vraiment une protection. C'est une sécurité. C'est drôle, j'avais deux madames, par exemple, qui avaient peur du métro. Une me disait, moi, je peux prendre le métro, en autant qu'il y a du monde dedans. Okay? Donc, s'il y a du monde dans le wagon, dans sa tête, si j'ai une crise cardiaque, et je tombe, quelqu'un va se lever, tirer le frein, ils vont appeler 911, ils vont me sauver. Apparemment, tout le monde dans le métro est capable de faire le CPR. Et en plus, on ne peut pas mourir dans une salle d'urgence d'un hôpital, apparemment. Mais elle, la peur était de mourir, donc pour elle, d'avoir quelqu'un qui va au moins l'aider à l'amener à l'urgence ou n'importe quoi, c'est tout ce qu'elle avait besoin. Par contre, il y avait une autre madame qui avait peur du métro, mais pour elle, si le wagon est vide, j'ai aucun problème. Mais quand il y a du monde, là, ça ne marche pas. C'est quoi la différence? Elle avait peur d'avoir l'air fou devant les autres. Donc, de paniquer devant les autres, impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On surveille les circonstances. Hein? On surveille, est-ce que le restaurant est trop plein? Ici, dans la salle, peut-être je vais m'asseoir à côté de la porte, hein? Ou côté de salle de bain, ou en arrière, en avant, peu importe. Vous avez tous vos façons de contrôler vos anxiétés. Hein? Je vais vous conter une histoire un peu bizarre, mais j'aime tellement cette histoire. J'avais
un client qui prenait un cours de sexualité humaine à l'université avec un prof. Le prof était mon collègue qui donnait ce cours. Le collègue ne savait pas qu'un de mes clients était un de ses étudiants. Au début d'un cours de ce type-là, on commence toujours avec l'anatomie. Donc, on met sur l'écran toutes les parties génitaux avec les flèches qui nomment toutes les pièces, toutes les parties. Hein? Donc, ça arrive le tour de parler du vagin. Okay? Et il met un gros diapo sur le mur du vagin avec les flèches et tout le reste. Et ce gars-là se dit, oh mon Dieu, si je panique là et je dois partir, tout le monde va penser que c'est parce que je suis mal à l'aise autour du vagin. Il ne faudrait pas paniquer là parce que je vais donner la mauvaise. Les blondes ne vont jamais sortir avec moi. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il panique. Mais pourquoi il panique? Parce qu'il dit, il ne faut pas paniquer là. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important à réaliser. Que vous paniquez seulement, vous avez l'anxiété seulement autour des choses où vous dites, il ne faut pas le faire. Où vous ne vous donnez pas la permission de paniquer. Et curieusement, l'instant que vous dites, ah, c'est pas grave, ici, ça peut m'arriver, comme par exemple, si je vous dis tout ce soir que vous avez le droit de paniquer et d'être mal à l'aise et de vouloir sortir, que c'est normal, il n'y a personne ici qui va paniquer. Et si je vous dis, il ne faut pas paniquer, là, parce que on filme et tout le monde va vous voir partir, tout le monde va paniquer. Parce que on dit qu'il y a un danger et là, il ne faudrait pas. Le moment qu'on dit il ne faudrait pas, on n'accepte pas les réactions normaux. On commence à questionner, on commence à avoir peur de perdre le contrôle de ça, et c'est ça qui déclenche l'attaque de panique. Oh mon Dieu! Je vais peut-être prendre quelques minutes de plus parce qu'il faut parler de traitement. Alors, tout bad, je vais prendre le temps que j'ai besoin. Bon, il y a trois choses qu'il faut changer. OK? Je vais vous donner, premièrement, avant tout, le message que la façon de contrôler l'anxiété, n'importe quoi, n'importe quelle nature, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous avez peur de quelque chose, vous n'avez pas la chose. Si je vous dis, choisirez-vous le cancer ou la peur du cancer? Qui choisirait le cancer? Mais si vous avez la peur du cancer, comment est-ce que vous faites la distinction? Vous allez vivre exactement la même chose. Alors la peur de devenir fou est menaçante parce que vous croyez que c'est possible. Vous croyez que votre cœur va vous lâcher si vous paniquez. J'avais une madame qui me jurait que son cœur débattait. Son cœur débattait. On mesurait son pouls. C'était 70. Moi, quand je mesurais mon pouls, au même moment qu'elle, j'étais à 78. What the hell is going on? Elle me parle du débattement de son cœur. Un jour, elle arrive à mon bureau, l'ascenseur ne marche pas. Elle monte 3 étages en escalier. Elle arrive. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce qu'on peut mesurer Est-ce qu'il y a des débattements? Non, ça va bien. On mesure son pouls, c'est 110. Puis elle dit, oui, mais c'est normal, j'ai pris l'escalier.
Je dis effectivement, c'est normal. Mais si votre corps est capable de prendre le 110, comment ça se fait qu'il n'est pas capable de vivre avec le 70? Et la différence, c'est quoi? Dans le premier exemple, on se donne la permission d'être à 110. On dit, c'est pas dangereux, c'est normal. Dans d'autres cas, on ne se donne pas la permission d'avoir aucune réaction physique. Donc, on a peur de ça. Alors, quoi faire? 3 choses qu'il faut changer. Numéro 1, c'est ce que vous faites. Les actions. Quelqu'un qui a peur va éviter. Quelqu'un qui n'a pas peur va faire sa vie normale. Et le plus qu'on évite, le pire que c'est. Donc, je ne prends pas la voiture sur l'autoroute, par exemple. Si on ne prend pas la voiture sur l'autoroute, on perd confiance et ça devient de pire en pire. Même si on essaie de dire « Ok, je sais que je devrais le faire », le fait qu'on a évité tellement, c'est énormément difficile de faire face. Parce qu'il y a des habitudes que je vous ai parlé avant, qui sont bâties. Et dans ce cas-là, ça prend du temps, ça prend de la pratique. Donc, généralement, il faut confronter les peurs d'une façon graduelle. Graduelle parce que c'est facile. Donc, de faire face à vos peurs, de faire face à vos pensées, de faire face aux battements, à l'autoroute, au métro, n'importe quoi, de faire face, normalement, vous donne confiance. Je dis normalement, parce que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Première madame que j'ai traitée quand j'étais étudiant, j'ai lu toutes les choses, Je disais, ah voilà une madame qui est agoraphobe, elle panique dans le métro, j'ai juste à l'amener dans le métro. Avec elle, je vais m'asseoir avec elle, on va placoter, on va se séparer éventuellement, elle va prendre la confiance, puis tout va être beau. Je fais l'évaluation et je découvre qu'elle prend le métro, elle allait travailler chaque matin, et elle reprenait le métro d'aller chez elle chaque soir. Et c'est quoi mon traitement? Prendre le métro avec elle? C'était un peu... Pourquoi ça ne marchait pas? Dans son cas, elle disait, j'étais chanceux. Éventuellement, mon cœur va me lâcher. Donc, c'était pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Dans ce cas-là, on peut répéter. Oui, j'étais à la caisse aujourd'hui. Oh, c'était terrible. Donc, de l'exposition, de faire face à nos peurs est importante, mais c'est aussi important d'apprendre les bonnes choses. Je vais vous parler d'un autre exemple un peu bizarre. Mais on va jouer un petit jeu. On va jouer le jeu de roulette russe. Vous connaissez ça? Ça vous dérange? Vous acceptez tous? Oui, j'ai votre consentement? Ok, c'est bon. On commence ici. J'ai un revolver avec une balle. Je joue avec. Là, c'est votre tour, madame. Clic. Ah, chanceux. Okay. On tourne encore, c'est votre tour. Clic. On continue à faire ça. Première rangée est sauf. On passe à la deuxième rangée. Personne ne décède. Troisième rangée. Quatrième, cinquième. Là, il y a peut-être 100, 120 personnes ici. On passe toute la salle. Chaque fois on tourne, il n'y a personne qui meurt. Quand c'est votre tour, monsieur, la dernière, est-ce que vous allez avoir peur? Pourquoi? Est-ce que vous avez tous peur? À la fin, après 120 fois? Peut-être c'est un mauvais exemple. Mais en réalité, après combien de fois que personne meurt, est-ce qu'on commence à dire peut-être il n'y a pas de balle là-dedans? C'est-à-dire, si on fait face à nos peurs et on découvre qu'il n'y a rien qui arrive, juste l'expérience, normalement, c'est assez. C'est-à-dire de faire face à vos peurs marche très bien en cas normal.
Maintenant, je vais vous donner un cas qui n'est pas normal. Un revolver avec 1000 places pour des balles et je mets une balle dedans. Je fais un tour et j'arrête. Mais là, vous ne voyez pas où est rendue la balle. Donc, il y a 1000 chances. Il y a une balle dans ces 1000. Et là, on passe la pièce. 120 personnes. On recommence. On est rendu à 240. On recommence 360. On fait ça 3 autres fois. On est rendu à 720 fois. Mais voyons donc, il n'y a personne qui a décidé. Pourquoi vous avez peur, madame, maintenant, quand c'est votre tour? Parce que dans ce cas-là, c'est vraiment juste la chance. Parce qu'il y a vraiment une balle. Et en effet, jusqu'à date, même si on a fait 720 tentatives, la chance continue à augmenter. Dans le premier exemple, vous voyez que, en effet, après quelques fois, on commence à se dire peut-être qu'il n'y a pas de danger là. Alors, si vous faites face à vos peurs, si vous prenez le métro ou d'autres choses et vous voyez qu'il n'y a pas de danger, normalement, ça marche très bien. Okay? Ça, c'est le traitement standard. Je vous donne un autre exemple parce que si vous faites des attributions comme j'étais chanceuse, au lieu d'apprendre qu'il n'y a pas de danger, vous apprenez quoi? Vous apprenez j'étais chanceux là, mais peut-être demain ça va être catastrophique. Donc, c'est pour ça que le traitement implique les comportements, mais aussi notre façon de voir des choses. En effet, il n'y a pas de danger dans les deux exemples, parce que je n'ai pas vraiment mis une balle dedans. OK. Deuxième chose qui doit changer, c'est le focus d'attention. Vous allez voir que quand vous êtes anxieux, la première chose que vous faites, c'est que vous posez des questions sur votre corps. Si vous avez peur de suer, vous rentrez dans une pièce, c'est quoi la température? Si vous avez peur de vos pensées, vous allez focuser là-dessus. Si vous avez peur de ça, vous allez peut-être mesurer votre pouls. Hein? Si, mettons, je vais vous donner un exemple. Vous avez une peur de crise cardiaque. Alors, vous allez voir le médecin vous donne une moniteur qui vous dit, chaque fois que vous vous inquiétez, pesez sur le bouton, vous allez voir le chiffre. Normal, c'est 72, donc pesez le bouton, vous allez voir si c'est dans la normale. OK? C'est bon. Sortez du bureau. « 74. » OK, c'est pas pire. Dans la voiture, ah, 68, c'est bon ça. Conduisez, 72, hein, c'est normal. Et fait une autre fois, 78. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je vérifie une autre fois. 80, shit. On vérifie, là, on commence à être anxieux, on vérifie, c'est rendu à 88. Oh mon Dieu, je commence à paniquer. Et on pèse le bouton encore. Et à chaque fois qu'on pèse, on voit que ça monte et on est tellement énervé. Alors le plus qu'on regarde en dedans, on voit que oui, en effet, ça augmente. Alors oui, en effet, vous êtes en train de paniquer. Pourquoi? Parce que vous regardez en dedans et vous voyez que ça monte un petit peu. Je vous donne un autre exemple. Le médecin vous donne un moniteur, mais ça ne vous donne pas de résultats immédiats. À la fin de la journée, vous allez peser ce bouton, il y a un petit feuille qui va sortir et vous allez voir sur la feuille toute la variation. Vous allez voir qu'au début, c'était 60. Là, je n'ai pas de tableau, mais normalement, je démontre qu'au début, c'est exactement pareil. Et à la fin de la journée, on voit qu'en moyenne, c'était 72. Alors, c'est normal. Là, c'est monté parce que, ah oui, c'est vrai, j'étais en crise contre l'autre conducteur à côté de moi.
Et là, je me suis reposé, là, j'ai monté l'escalier. Et on voit qu'en général, oui, il y a de la variation, mais à la fin de la journée, c'est pas grave. Cet exemple illustre la différence entre le focus excessif sur notre corps ou sur nos réactions. En général, si on laisse faire, on va voir que le corps se stabilise lui-même. Okay? Mais si on regarde précisément dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? S'il y a une augmentation normale dans la variation normale, s'il augmente, mais vous êtes en train de vous poser la question là, oh, mon Dieu, c'est plus haut qu'avant. Et c'est ça qui vous donne d'autres anxiétés. Et là, il y a vraiment une augmentation. Que vous dites, oh mon Dieu, là, c'est vrai. Et qui donne l'essence à la prochaine vague d'anxiété. Alors, quoi faire avec ça? Si vous, cette madame qui a monté les trois étages, si j'arrive ici en courant parce que j'étais en retard, et j'arrive tout essoufflé, c'est normal, n'est-ce pas? Je vous dis, donne-moi 2 minutes. Qu'est-ce que je fais dans ces 2 minutes? Je respire, je fais rien en effet, j'attends. Après 2 minutes, mon corps devient plus normal. Bon, mon corps n'est jamais normal. Devient plus normal. C'est-à-dire, je voudrais, si possible, pouvoir faire ça et puis avoir cette réaction. Mais ce n'est pas possible. Mon corps a besoin de se stabiliser lui-même. Si j'attends une couple de minutes et je ne fais rien, ça va retourner à la normale, sans que j'ai vraiment rien fait. Hein? J'ai simplement attendu. J'ai accepté que mon corps va trouver sa balance. Mais si j'ai les mêmes réactions à cause de l'anxiété, à cause d'une idée, à cause d'une circonstance, un réflexe, un mauvais souvenir, n'importe quoi, là, soudainement, ça augmente. Et je dis, ah, c'est pas normal ça. Au lieu d'attendre que ça passe, je commence à focuser. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je vais paniquer. Il y a du monde autour de moi, tout le monde va rire de moi, etc. Et là, on commence à, oh mon Dieu. Et vous voyez comment ça augmente. Alors, inquiétez-vous pas pour votre corps. Le corps, l'anxiété ne va jamais vous tuer. OK? Quand les gens meurent dans des situations extrêmes, comme des accidents, etc., c'est parce qu'ils sont en train de courir ou faire des choses physiques, etc. Quand c'est extrême, c'est le fait qu'on utilise le corps. Et les gens qui ne sont pas habitués, oui, c'est vrai, en courant, ils peuvent mourir en déblayant la neige, etc., mais pas l'anxiété pure. La peur de devenir fou ne veut pas dire que vous êtes fou. Hein? Donc, si vous n'êtes pas fou, c'est pas grave si vous avez des pensées bizarres. Tout le monde a des pensées bizarres. Moi, j'en ai en masse. Mais je ne m'inquiète pas pour ça. Donc, je n'ai pas peur de mes pensées. Troisième chose, la dernière chose qui doit changer, je vous ai parlé un peu de la notion de contrôle. Hein? Alors ça, c'est un peu plus difficile à comprendre, mais essentiellement, ce que je veux dire, c'est que quand nous sommes dans une situation où on craint perdre contrôle, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de reprendre contrôle. J'essaie de me calmer. Mais au lieu de juste me laisser aller, j'essaie de me calmer. Et ça ne marche pas. Oh mon Dieu, je suis en train de perdre contrôle. Et quand je finis de perdre le contrôle, qu'est-ce qui va m'arriver? La mort. Oh mon Dieu, il faut que je me contrôle. Alors l'exemple que j'aime donner, c'est celui-là. Vous venez me visiter au 3e étage. L'ascenseur marche, inquiétez-vous pas.
Vous venez me visiter. Et là, je sors, je m'en vais à la salle de bain, et vous regardez dans la fenêtre laisse, et vous tombez. Mais vous réussissez juste à vous prendre sur le bord de la fenêtre. OK? 3e étage. Mon Dieu. Je suis fourré. Alors, vous êtes en train de vous tenir et vous voyez que vous n'avez pas la force. Qu'est-ce qui va arriver quand vous perdez cette force que vous avez? Vous allez tomber à votre décès. Allez-vous paniquer? Pas mal, hein? Alors, vous paniquez parce que vous savez que votre vie dépend sur votre force et vous êtes en train de perdre cette force. Donc, la seule façon pour vous sauver, c'est « Oh là, je dois vraiment me tirer. Oh mon Dieu! » Là, c'est une question de temps. Alors, ma vie dépend sur le contrôle de ma force ou sur ma force physique. Et je n'ai pas la force physique pour me sauver, donc je vais mourir. Donc, une catastrophe va m'arriver. Si vous vous laissez aller